Bon, je te rassure, Clarisse, je ne vais pas marcher sur tes pas. Merci à tout l'auditoire, merci aux aînés. Je suis le docteur Ndefo Yannick, médecin généraliste à la clinique Cœur et Vie. Donc le cas que je vais présenter, c'est un cas qui nous a été soumis par le docteur Njomo, que je remplacerai pour cette présentation. Donc merci déjà pour le temps que vous m'accordez. Donc il s'agissait d'un patient de 57 ans sans antécédents contributifs qui a été vu en consultation en mars 2021 pour dyspnée progressive et œdème des membres inférieurs évoluant depuis à peu près 2 mois. Donc, à l'examen physique initial, on avait une condensation bilatérale des bases pulmonaires et on avait des pressions artérielles qui étaient normales ainsi qu'une fréquence cardiaque totalement normale. Donc, l'hypothèse diagnostique évoquée chez lui initialement, c'était une poussée d'insuffisance cardiaque décompensée en mode œdémateux. Donc, le patient a bénéficié des bilans suivants. Ce qu'il faut noter principalement, c'est que les NT-proBNP étaient déjà élevés chez lui. Je rappelle qu'il a 57 ans. On avait une protéinurie à 4 croix à la bandelette urinaire. Jusqu'à ce point, ça ne nous avait pas encore tiqué. On lui fait donc un ECG qui montre une déviation axiale gauche avec des troubles non spécifiques de la repolarisation et un bas voltage diffus, comme le précédent orateur le disait. À l'échographie cardiaque, on avait une hypertrophie concentrique de la paroi du ventricule gauche qui contrastait avec son ECG. Donc, le traitement initial, je vais passer dessus, il a bénéficié effectivement des IEC, des diurétiques, des spironolactones et autres. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de particularité chez le patient. Sauf que sous le traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, on a un patient qui continue de se détériorer. Quand on revoit le patient, les parois ventriculaires et septales sont encore plus épaissies que la précédente fois où on l'a revu. La fraction d'éjection a un peu légèrement diminué. On lui refait un ECG qui montre que le microvoltage est devenu encore plus important qu'à la consultation précédente. Et chez lui, la particularité, c'est qu'il n'y a aucun autre aspect qui peut justifier le microvoltage. Parce qu'en tant que généraliste, nous qui voyons les patients en premier lieu, on sait qu'il y a d'autres causes de microvoltage. On peut avoir des épanchements que le patient n'a pas. Donc, devant ce tableau, on a aussi les microvoltages qui sont liés aux infarctus que le patient a pu avoir avant. Sauf qu'on ne peut pas avoir un microvoltage partout, il ne peut pas ischémier partout. Donc, on a un patient qui déjà a un ECG, un microvoltage qui est diffus, pas de signe de surcharge au niveau des index habituels, Cornell, Sokolov et autres, et pas un passé coronarien. Donc, chez ce patient, on a fait un écho-cœur. Je préfère venir directement à la vidéo. Je ne sais pas comment faire pour la lancer. OK, d'accord. Donc, chez ce patient, vous voyez une hypertrophie concentrique. Je reviens. Une hypertrophie concentrique des parois ventriculaires. Donc là, on a une hypertrophie concentrique, là, bien visible en petit axe. Et au niveau du grand axe, c'est à peu près la même chose. Et comme l'aîné, le confrère le disait tout à l'heure, c'est vraiment régulier et symétrique des deux côtés. On a cet aspect d'hyperbrillance là qu'on retrouve aussi chez notre patient. Et tel qu'on évalue de façon juste visuelle, la fraction d'éjection systolique n'est pas si mauvaise que ça. Donc on a quand même une bonne fonction cardiaque. Alors, la radiographie montrait une petite cardiomégalie minime. Il y avait des lithiases rénales sans autres anomalies visualisées. Lorsqu'on refait les bilans du patient, on a une CRP qui est élevée. On a les NT-proBNP qui ont encore évolué, la vitesse de sédimentation qui continue de progresser. Et il faut noter que comme la vitesse de sédimentation, elle est plus spécifique des inflammations chroniques. Donc, on commence à se dire qu'il y a un tableau inflammatoire juste en dessous. La protéinurie continue de monter, ce qui devait déjà attirer notre attention. On avait aussi les D-dimer qui étaient augmentés, la créatine qui continuait d'augmenter progressivement. Donc, le patient était vraiment en insuffisance cardiaque globale avec un syndrome néphrotique associé qui aurait dû attirer notre attention et une maladie rénale évolutive avec un syndrome inflammatoire chronique. Donc, c'est à ce niveau-ci qu'on a commencé à se dire, bah là, il faut penser à amylose. Donc, quand on y pense, qu'est-ce qu'on fait? On se dit amylose probablement systémique parce que là, on n'a pas que l'atteinte cardiaque, on a aussi une atteinte rénale. Donc, chez lui, le tableau d'amylose le plus fréquent qui peut donner les deux à la fois, c'était l'amylose AAL. Et il était question pour lui qu'on envoie le patient pour voir le néphrologue et l'hématologue, ce qui a été fait. Donc, chez le patient, c'est vrai, je n'ai pas la coupe, je n'ai pas l'image, mais on a fait une électrophorèse qui a montré un pic monoclonal dans la zone des gamma. Donc, c'est une gammopathie monoclonale, ce qui est très évocateur si on se rappelle bien de l'exposé du précédent orateur de l'amylose AAL. L'IRM cardiaque a été proposé aux patients, mais pour des raisons financières, ça n'a pas été fait dans les temps qui avaient été prévus. Et aussi parce qu'on ne savait pas encore qu'il y avait la disponibilité de l'IRM cardiaque. Donc on avait envie de le faire, mais il était question de faire voyager le patient pour ça. Donc le patient a été vu en consultation d'hématologie. À ce moment, c'était pratiquement 3-4 mois plus tard. Il avait vraiment maigri. L'altération de l'état général était vraiment significative. L'hématologue, après l'avoir vu, elle a proposé une biopsie ostéomédulaire et un myélogramme. Parce que les amyloses AA, elles sont liées à des plasmocytoses. Donc ça se comporte un peu comme comment est-ce que je vais dire ça? Le thème m'échappe. Donc, chez lui, l'hématologue a directement commencé un traitement
Il a été revu, le CG de contrôle était dans les limites de la normale. Mais cependant, l'état du patient a continué de se dégrader et on a commencé à avoir des signes qui faisaient évoquer une atteinte digestive aussi, parce que le patient a commencé à faire des diarrhées. Lorsqu'on lui a fait une endoscopie, il y avait des lésions inflammatoires, mais sans aucun substratum anatomique. On n'a pas pu faire de biopsie chez lui. Donc on s'est dit probablement il y avait aussi une localisation digestive de son amylose. Malheureusement, pour notre patient, tout a continué de se détériorer chez lui jusqu'au décès. Je préfère y aller vite pour ne pas prendre plus de temps. J'étais juste en train de faire cette présentation beaucoup plus pour attirer l'attention des généralistes, parce que c'est nous parfois qui recevons ces patients. C'est nous qui faisons le CG. Donc quand on les envoie pour l'écho-cœur. Donc ce qui serait bien de faire, c'est de préciser au cardiologue à qui vous envoyez le patient qu'à l'ECG, voilà ce que j'ai eu. Pas juste là envoyer le patient pour insuffisance cardiaque, parce qu'eux, ils vont voir juste la dilatation de la paroi ventriculaire, mais ils ne se rendront pas compte que derrière, il y avait quelque chose d'autre. Donc, c'est toujours bien de spécifier dessus. Et avec ce cas-ci, ça nous a permis de faire une sorte de veille contre l'amylose, où on a spécifié aux généralistes avec lesquels nous travaillons, si vous avez un microvoltage, il faut nous en envoyer. Et je crois que là, il y en a un du côté de Saint-Jean-de-Malte de Njombe, où on a un microvoltage diffus. Il a été vu par un autre cardiologue qui a trouvé une hypertrophie des parois concentriques. Donc, c'est le cas que je proposais d'envoyer au docteur Ebeni pour vérifier si avec l'IRM cardiaque, on peut avoir quelque chose. Donc, c'était ça l'intérêt de ma présentation. Merci.